Municipal est réuni valablement puisque le quorum est atteint. Je vais vous donner lecture des pouvoirs. René Metzinger donne pouvoir à Gérard Lins. Antoine Diazio donne pouvoir à Isabelle Wolf. Anne-Marie Spataro donne pouvoir à Pascal Frangiamort. Christine Zattarin donne pouvoir à Sylvie Lucchesi-Palli. Ah pardon, mince. Si je levais la tête un peu, je dirais pas de bêtises. Oui, Sylvie donne pouvoir à Christine. Alors là, je relève la tête. Édouard Kozowski donne pouvoir à Lionel Gérard. Gérard Keff me donne pouvoir. Jean-Louis Cano donne pouvoir à Nadine Oreillard. Pas d'autre pouvoir. Alors, je voudrais, avant d'entamer le conseil municipal, excuser Lucien Vigo, que j'ai eu il y a une petite demi-heure. Lucien, vous le savez sans doute, a été victime d'un petit problème d'origine cardiaque. Quand je dis petit, en tout cas un problème qu'il ne doit pas négliger. Il a été hospitalisé, il est évidemment sorti depuis quelque temps déjà de l'hôpital. Il lui est évidemment conseillé très clairement et très fortement le repos total, ce qu'il fait. Donc je l'ai régulièrement, j'irai le voir très prochainement. En tout cas, il m'a demandé de vous saluer, toutes et tous. Il va mieux, il a besoin de se reposer. Donc voilà, je voulais vous donner cette indication. Je ne doute pas que nous soyons toutes et tous par la pensée à ses côtés. Et si vous me le permettez, je lui transmettrai demain nos salutations et pour une large partie de ce conseil municipal, nos amitiés. Le ou la secrétaire de séance. C'est quoi ce bruit en bas là? Ça dit de copropriété. Enfin, pardon. C'est pas en bas, c'est en haut donc. Donc, Pascal? Pas d'opposition. Pascal Frangiamort, d'accord. Ok. Le compte rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il des remarques? Oui. La décision de justice qui a condamné la ville, enfin le ministère de l'Intérieur, c'est pas une décision m'a fait partir et une autre c'est une décision à casser le premier jugement. Je crois qu'il faudrait le mettre. C'est très bien, oui. Le compte-rendu du conseil municipal porte effectivement sur un constat factuel. Il y a eu une décision de justice qui vous a démissionné d'office et une décision de justice qui vous a réintégré. Donc, oui, mais non, les faits se suffisent à eux-mêmes. Oui, les faits se suffisent à eux-mêmes. Bien. Oui, Monsieur Furlan. Monsieur Furlan. Donc voilà, moi j'ai répertorié plusieurs points Allez-y. un peu bizarres. Donc il y a eu un vote qui m'a été considéré en abstention, il était contre. Comment? Il y a eu un vote concernant le point 3, urbanisme. Attendez, point 3. Attendez, voilà, 3.1, rachat de terrain d'objet de la convention. Donc sur le premier vote, j'ai voté contre. 3.1, rachat de terrain objet de la convention, c'est ça? Voilà, j'ai voté contre et non en abstention. Donc, ici, donc c'est un contre au lieu d'une abstention. Ensuite, le point avant, c'est-à-dire le point 2.3, concernant les marchés publics et travaux. Convention, délégation, maîtrise d'ouvrage, etc. Sur l'EHPAD. Voilà, donc j'ai été noté en vote abstention, j'ai voté pour. Décidément, donc il y avait une abstention, donc si je comprends bien. Ensuite, on va demander à la nouvelle secrétaire de séance d'être très très attentive. Concernant la signature d'une convention d'études au Bouet au Mécourt, JEF avec le PFL, donc je vais juste faire remarquer sur l'écriture, parce que donc il est marqué, Monsieur Furlan pense qu'un autre mode de répartition serait plus judicieux. J'ai posé une question, donc j'ai pas d'affirmation, et on oublie l'état des lieux que j'ai fait au départ. Bon, ça reste un compte rendu.
Mais la question était bien pourquoi on utilise ce procédé alors que là on affirme clairement que je pensais qu'il y a une autre façon de compter. D'accord, c'est plutôt sous forme interrogative, c'est ce que vous me dites. Voilà. C'est où ça? Donc ça change qu'il était opposé quand même à ce truc. Attendez, je regarde pour trouver C'est la phrase. C'est le point 3.3, signature d'une convention, étude au Bouet, au Mécourt Jeuf avec le PFL. Ah, ici. Oui. La tournure de phrase. Monsieur Furlan s'interroge sur, c'est ça plutôt? Bah c'est plutôt, oui, je m'interroge au fait d'état des lieux, quoi, on va dire. Pourquoi celle-ci plutôt qu'un autre alors que, voilà, bon, on n'est pas obligé de dire tout ça, mais je m'interroge. Voilà. Oui, d'accord. Ça serait plus juste. Ok. Par contre, j'aimerais juste vous dire que le compte rendu du conseil municipal 24 mars n'a pas été confirmé non plus. Oui, il faut voter. Oui, on va y revenir. Ça vient après. Donc je regarde juste si j'avais pas d'autre chose, mais je pense que c'est bon. Donc on tiendra compte de ces remarques. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc avec les remarques intégrées faites par Monsieur Furlan, je mets aux voix. Qui s'oppose? Un vote contre. Abstention? On n'a pas. Merci bien. Ok. Sur le compte rendu du 24 mars, oui c'est ça. Y a-t-il des remarques? Oui, moi j'en ai. Allez-y, Monsieur Furlan. Je reprends juste mes points, excusez-moi. Je l'ai pas sous les yeux par contre, donc allez-y. Donc concernant le débat d'orientation budgétaire, donc finance, le point 2.1. En note. C'est juste une remarque, parce que l'utilisation du mot rétorque dans cette phrase, il faut pas oublier que c'est un compte rendu et que c'est pas une prise de position. On n'est pas en train de commenter un match de boxe. Donc utiliser le mot rétorque, que ça soit pour n'importe qui, je trouve que c'est très prise de parti. Donc ça, je pense qu'il faudrait éviter réponse, ça suffit largement, quoi. Et ensuite, ça dépend des circonstances, mais vous concernant, je veux bien admettre que le terme était un peu fort. Donc, surtout que M. Furlan confirme et regrette la hausse de fiscalité. Donc j'explique après que c'était pas vraiment volontaire, puisque ça a été une face cachée de ces impôts. Bon, ça n'a pas été remis, mais bon, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Attention que les comptes rendus de conseil, ils essayent de s'approcher évidemment de la réalité des débats. Ils n'ont pas vocation à rendre compte exhaustivement des débats. Oui, je suis d'accord. C'est pas un procès-verbal, non? Donc, concernant la motion retour à plus d'humanisme, pardon. Oui. Donc, sur laquelle où j'étais en abstention avec M. Vigo. Donc, quand j'ai relu le compte rendu, j'ai eu l'impression qu'on me mettait l'étiquette libéraliste, alors que jusqu'à maintenant, je peux relire la phrase. Monsieur Furlan comprend le sentiment, mais ne comprend pas qu'on ait besoin de parler d'humanisme. Non, en fait, je comprends pas. C'est vrai qu'on ait besoin de parler d'humanisme au vu de ce qui est fait dans la ville. Ça, je pense que ça mérite d'y être. Il regrette la critique envers le libéralisme. Non, ce que j'ai dit clairement, c'est que je regrette que l'humanisme pour moi c'est de la tolérance et que ce texte fait part d'intolérance. Ce que vous avez repris, ça j'en conçois. Mais ce mot intolérance, il aurait dû être présent parce que c'est quand même le plus important de ma phrase. Et non le fait qu'on critique le libéralisme, ça je m'en fiche royalement, honnêtement. Ensuite, on retourne encore une fois, le maire réplique contre le libéralisme, le maire répond, ça suffit largement, il n'y a pas besoin, on n'est pas dans un match de boxe. Vous n'aimez pas la boxe, manifestement. Moi non plus, d'ailleurs. On est d'accord. Donc, et ensuite, le deuxième point de ma remarque sur ce texte a été complètement tronqué, donc effacé. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que la présentation mais je pourrais le dire, bon, je vais pas le dire. Je vais rester sage. Alors, donc, plusieurs choses. Alors, encore une fois, c'est toujours un exercice délicat. Et moi, je remercie les services de s'y astreindre. Nous pourrions aussi faire que les comptes rendus de conseil soient des relevés de décision. Ce serait plus simple et ça nous éviterait toutes sortes d'ambiguïtés possibles. Je pense que c'est un peu dommage
parce que c'est bien que les comptes rendus essayent de rendre aussi bien que possible l'état d'esprit, les échanges. C'est ce que nous essayons de faire. Alors je vous propose, et si le Conseil en est d'accord, pour revoir, Anne-Hélène va ressortir ça, va retravailler un petit peu, se rapprochera de vous, pour trouver la formule qui est la moins éloignée possible de l'esprit dans lequel vous les teniez. Mais encore une fois, On écoute les séances. Oui. Heureusement, oui, les séances sont enregistrées. Mais en même temps, bon, donc on ne dit jamais des choses qui n'ont pas été dites. Donc on va se rapprocher de vous, M. Furlan, pour trouver les quelques mots qui répondent mieux à l'esprit dans lequel vous les avez tenus. Bien, là-dessus, il n'y a pas d'autres remarques. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. On va donc passer à l'ordre du jour. La question la plus importante de ce conseil municipal porte sur les subventions aux associations. Oui, il y a des questions, mais la question la plus importante pour la vie locale, fortement attendue par tous nos partenaires, c'est quand même celle-là. Alors, tu rends compte, je donne un... Non, on a respecté ce qu'on avait... Quelques mots, oui. Et puis, bon, Anne-Hélène va pouvoir faire la lecture des comptes. Alors, si je peux simplement me permettre, vous avez reçu un mail tous pour vous demander à quelle association vous adhérez. Tout le monde n'a pas répondu. Donc, pour être certain de ne pas se tromper, je vais vous faire passer un tableau qui va vous permettre de noter les associations près desquelles vous êtes adhérent ou licencié. Vous n'êtes pas simplement adhérent, enfin vous n'êtes pas adhérent ou licencié, vous êtes dans le comité de direction. Vous pouvez être adhérent ou licencié et voter pour l'association, mais il ne faut pas que vous fassiez partie du comité de direction. Donc je vous fais passer la feuille. Je vous fais également passer, comme d'habitude, la signature des élus présents. C'est souligné présent, donc vous ne signez pas pour les gens que vous représentez, s'il vous plaît. Merci. Donc, fonction 0, services généraux. À la sous-fonction relations internationales, 13 500 € pour Initiative Solidarité Sénégal. 500 € pour l'association de solidarité avec le peuple sahraoui. Soit un total de 14 000. Vous aviez voté 13 500 au budget primitif, d'où indisponible de moins 500 €. À la sous-fonction administration générale, nous avons 37 835 € pour le comité de gestion des œuvres sociales du personnel. C'est la somme qui était indiquée et votée au budget, d'où un disponible global de moins 500 € sur cette fonction. Fonction fête et cérémonie. Fête de l'écrevisse et de la grenouille pour le concours de chanteurs, 300 €. Pour l'atelier La Chimère, 500 €, qui a déjà fait l'objet d'une délibération et déjà mandaté. Soit un total général de 800 €. Le vote au BP était 350 €, d'où un disponible de 450 € en moins. La fonction aide aux associations. Avec le regroupement des associations des anciens combattants, 280 €. 40 € pour les médaillés militaires, 40 également pour le Souvenir français, 45 pour la FNACA, 60 pour les pêcheurs de l'Orne, la CGT 1132 € et la CFDT 348. 70 € pour le comité Stèle Cimetière Russe Valeroy, 60 pour la Fédération française des médaillés jeunesse et sport, 70 pour l'AFMD, 40 pour ceux de Verdun, 150 pour le Cercle Canin Jovicien, 740 pour la Fédération régionale des ouvriers et retraités des mines de fer et de sel de la Lorraine, Association des majorettes Jeuf les Chrysalides 300 €, 200 pour le syndicat CGT des mineurs retraités, 500 € déjà mandatés pour l'ESTIN, qui est l'école d'ingénieurs de Nancy qui intervient au collège, 100 € pour SOS Animaux, qui intervient auprès du Chenil de Moineville. C'est pas spécifié, mais c'est bien de cette association dont il s'agit. 280 € pour Jeuf Puissance 4. Total 4 455 €. Le vote était de 5 330, d'où un disponible de plus 875 €. Nous passons à la fonction enseignement-formation. 240 pour l'UNSS du collège Maurice Barrès, 190 pour l'UPEJ, 816 pour les coopératives scolaires des 6 écoles, 1251 pour le collège Maurice Barrès de Jeuf,
46 euros, au départ, c'était pour le collège Jean Momus pour une jeune jovicienne qui participe à un voyage dans les Vosges. Le collège nous a fait savoir qu'ils avaient bouclé le budget, que le voyage avait eu lieu, donc proposé que la subvention soit versée directement à la famille. Donc c'est ça qui vous est proposé là ce soir, 46 euros. Un total de 2543 euros. Un vote qui était de 2580 euros, d'où un disponible de 37 euros. La fonction action culturelle. Crescendo 270, CPHJ 1030, 70 pour les 4A, 165 euros pour la mémoire du pays de l'Orne, 50 pour le cercle généalogique du pays de Briey, pour Amom Ferlor 1080 euros, Marché Rêve 2000, 83 387 euros pour la MJC, 150 pour l'ULMJC Semaine de la Solidarité et 2400 pour le Théâtre du Paradis. Soit un total de 90 602 euros. Vous avez l'explication pour la MJC, un rappel de salaire important. Le total voté était le même, indisponible de 0. Fonction 40. La fonction sport. Qui est-ce qui... Jean-Jacques Coutini, remplacement de Gérard Keff. Je vais vous faire part du résultat des travaux de la commission des sports qui s'est tenue le 11 mai sous la présidence de Gérard Keff et vous proposer des subventions aux associations sportives. En généralité, j'aimerais vous préciser qu'il y a 21 clubs sportifs sur la ville qui ont demandé une subvention et tous ces clubs ont présenté des comptes rendus d'activité et des comptes rendus financiers. La situation au niveau des effectifs est globalement stable avec à peu près 2100 licenciés. Les 3 clubs les plus importants sont l'ESJ Foot avec 280, le basket avec 162 et le tennis qui a limité ses adhésions à 150 du fait de la saturation des équipements. Au niveau financier, 16 clubs dégagent un petit peu d'avance de trésorerie, 4 clubs sont en équilibre et un léger déficit pour un club sans difficulté particulière qui correspondent à des subventions mandatées mais non encore livrées. Je vous propose donc de voter pour l'équiludo 500 euros, le BCJ 2700 euros, le CNMAJ 3500 euros, le SJ 13 350, la gymnastique 3 950, JEF haltérophilie musculation 400, le JHB 22 450 plus 10 000 de subventions exceptionnelles pour son parcours en N2, le judo club 2300 euros, la pétanque club 1000 euros, le subaquois club 1500 euros, le tennis club 3450 euros, la boxe savate 2600, le spiridon 1600, le karaté club 3400, l'association football Jeuf Loisirs 150, Jeuf Homécourt Lorraine Box 800, le fight club 1500, le COJ pétanque 1300, le COJ loisirs 100, le COJ VTT 300, et détente et sport 150 pour un total de 77 000 euros. Merci à Jean-Jacques. Je m'arrête un instant sur cette question, elle est importante pour notre ville. D'abord, pour remercier que ce soit Gérard Keff ou l'ensemble des membres de la commission qui font un travail considérable, parce que il s'agit toute l'année d'être aux côtés des clubs, d'être présents dans leur activité, d'être attentif à leur santé et évidemment, autant que faire se peut, de favoriser l'organisation et l'activité des clubs. 77 000 euros, excusez du peu, consacrés en direct à l'activité sportive, mais si on devait joindre à cette somme l'ensemble des charges induites, ce serait considérablement plus. Tout cela pour dire que, à l'évidence, et chacun le sait, c'est l'une des cartes d'identité de notre ville que celle d'une ville sportive, qui continue à l'être. Vous avez entendu les chiffres. Plus de 2000 licenciés, c'est absolument considérable. Avec là 21 clubs qui viennent d'être listés à l'instant, des clubs qui sont en bonne santé financière. Nous y veillons là aussi, c'est une caractéristique. Poussons loin le bouchon dans l'examen contradictoire de la situation de chacun des clubs. Et je me réjouis que, en plus de nos efforts, ce soit les clubs qui fassent un effort constant
d'autofinancement. C'est absolument considérable aussi. Et je salue les efforts qu'ils font. En même temps, vous doutez bien que je voulais aussi, dans ce moment particulier, me réjouir. Et je salue ici, je vois dans l'assistance le président du club de basket. Bravo, 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 bravo à notre club de basket qui vient de remporter de belle façon la Coupe de Lorraine, ce qui vient clore une saison en tout point exceptionnelle. Nous terminons quand même 5e de 2e division. L'ensemble des autres niveaux de notre club se portent bien aussi. C'est à voir avec un choix stratégique de la part du club qui a toujours été supporté par la ville, qui consiste à former nos jeunes. Et évidemment à faire qu'ils aient cette perspective d'accéder à l'équipe première. Donc c'est remarquable, chapeau bas. Je veux ici, j'ai eu l'occasion de leur dire il y a quelques jours, je le dis ici publiquement en plein conseil municipal, pour que j'en suis sûr, tout le conseil municipal avec moi vous adresse, Monsieur le Président et cher Marc, à vous, aux joueurs, à toute l'équipe dirigeante, à tous les bénévoles, et ils sont nombreux. C'est une belle famille, réseau d'amis exceptionnel. Encore une fois, félicitations de notre part. On peut tout simplement, je vous y invite, applaudir notre club de basket. Évidemment, lorsque je dis ça, je sais que tous les autres clubs mériteraient aussi d'être salués, ce que je fais. Les résultats partout sont beaux, sont bons, et vraiment, ça nous donne une pêche et une santé exceptionnelle. Donc, je salue tous les sportifs joviciens. Quand je dis joviciens, évidemment, qui pratiquent le sport à Jeuf. Ils sont nombreux à venir de partout, tellement notre ville et ses infrastructures sont appréciées. On continue. La fonction 5, intervention sociale, avec l'association des donneurs de sang bénévoles du bassin de Briey, 170 €, 315 pour la Croix-Rouge, 50 pour l'association Arc-en-Ciel, pour Adot Nancy 100, le centre hospitalier de Briey pour les animations des enfants hospitalisés 200 €. La commission des finances a eu une nouvelle demande de l'association Espoir et Vie, qui avait été autrefois subventionnée mais qui ensuite n'avait plus fait de demande, ce qui n'est pas été le cas cette année. Donc 50 € pour cette association, d'où un disponible de moins 50. La fonction environnement, collectif de défense des bassins miniers lorrains, 678 €, disponible 3 €. Dernière fonction, celle qui concerne l'action économique, mission locale des Pays de Briey, 1800 €, la plateforme initiative locale, 400 €, pour Lucage, 0, pour le PIMS, 10 000, un total de 12 200 €. Le vote était du même montant, d'où indisponible nul. Sur le récapitulatif, le seul chiffre à retenir est le disponible, moins 85 €. Y a-t-il des remarques? Nous tiendrons compte du fait que tel ou tel élu est membre de telle ou telle association. Quand je dis association, j'ai là. Donc Lionel Gérard est responsable du COS, Christine Zatarin à la AJ, Pascal Frangiamort, Mosaïque, Gérard Lins, qui n'est pas subventionné, donc il n'y a pas effectivement. Gérard Lins, CCJ, Lydie Baggio, JHB et AHJ. Gérard, COJ, loisirs. Alain Savard, ceux de Verdun, MJC, mais ça ne concerne que les dirigeants de la MJC. Je suis président de la fédération départementale. Oui, mais est-ce que ça implique? Oui, mais. Bon, c'est une précaution. De prendre part à chaud débat et au vote concernant. D'accord. Non, mais je voulais dire. D'accord. Oui. C'est indirectement, mais bon. Donc, ceux de Verdun, Souvenirs français et... Ah, je ne vais pas le lire. Oui, je vois ça, oui. Presque si bien que moi. Et Marché Rêve, d'accord? C'est tout ce que je vois. D'accord. En excluant évidemment tout cela, de la part de ceux qui nous se sont signalés, qui s'oppose, qui s'abstient,
Unanimité, je vous remercie. Alors moi, je vais rajouter quelques mots courts. Anne-Hélène dit le seul chiffre qu'il faut retenir, c'est 85 €. Je dis que justement, ce n'est pas le chiffre à retenir. Le chiffre à retenir, excuse-moi du peu, c'est quand même 240 998 €. Près d'un quart de million d'euros versés directement aux associations de la ville. C'est important. Et nous venons de décider le maintien des subventions. Ça peut paraître une palissade, c'est tout sauf cela. Nous n'avons eu de cesse ici de dire les conditions dans lesquelles nous étions amenés à gérer, que ce soit ici ou dans quelques villes, que ce soit en France ou en Navarre. Vous savez bien la diminution brutale et unilatérale des dotations de l'État. Vous savez bien les augmentations induites par un certain nombre de charges qui nous sont imposées. Tout cela conduit un certain nombre de municipalités, je l'ai déjà expliqué, soit à augmenter l'impôt, soit à diminuer les subventions, soit à faire louer leurs salles qu'ils ne mettent plus à disposition des associations, soit à réduire les investissements, soit à faire tout cela à la fois. Ici, cette année, l'impôt n'a pas été augmenté après avoir été diminué, et nous maintenons les subventions. J'ai eu l'occasion avec le bureau, l'équipe municipale, de rencontrer les associations il y a de cela à peu près un mois ou un mois et demi, comme je le fais tous les ans, dans un format différent. Elles ont saisi la portée de la décision du maintien des subventions et elles s'en réjouissent, bien entendu. Et je me réjouis, en retour, que nous puissions compter sur ce dynamisme qui nous est si particulier. Le choix est un choix politique majeur. Nous disons aux associations, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes ensemble, engagés pour assurer évidemment la cohésion sociale nécessaire à cette ville et la vitalité dont elle jouit et qui fait l'une de ses références. Par ailleurs, je vous indique que nous allons pousser plus loin l'avantage dans le cadre de la relation partenariale que nous instruisons et qui est de formidable qualité avec chacune des associations locales. J'ai proposé, à l'occasion de cette rencontre avec toutes les associations, la constitution d'un conseil de la vie associative. Ce conseil va être formé prochainement, à une date qui n'est pas encore définitivement fixée, de telle sorte que ce conseil soit élu par les associations elles-mêmes. C'est ce conseil qui deviendra un interlocuteur direct et privilégié de la ville. Il sera co-animé par un président issu de la vie associative et par Audrey Pont, qui est en charge évidemment de l'accès à la citoyenneté. Voilà ce que je voulais vous indiquer. C'est à nouveau un effort original qui vise à favoriser les échanges et la démocratie locale. Je vous propose ensuite d'engager tout de suite la proposition de décision modificative. Les décisions modificatives, puisqu'il y en a deux. Alors, Lionel Gérard. Ouais, pas grand-chose, juste pour dire que, pour confirmer ce que tu viens de dire à l'instant, c'est qu'il y a des baisses de dotation encore plus importantes que ce qu'on avait imaginé lors du budget primitif. Donc voilà, il faut ajuster le budget en fonction. Donc, budget principal, section de fonctionnement. En dépenses, virement à la section d'investissement, moins 5 692. Chauffage, gymnase, salle des sports, moins 4 239. Moins 500 pour les fêtes et cérémonies, plus 500 pour subventions, dans le cadre des fêtes et cérémonies. Un total de moins 9 931 €. En recettes, effectivement, une rectification d'un oubli de recettes dans le budget primitif de 5 500 € pour des travaux en régie, et ensuite la mise à jour des chiffres des dotations, puisqu'on a eu cette connaissance après l'élaboration du budget. Moins 6 604 pour la dotation forfaitaire, moins 368 pour la dotation de solidarité rurale, moins 8 459 pour la dotation nationale de péréquation. Moins 9 931 au total. En investissement, plus 5 000 pour la part EPFL pour le centre multi-activité de Franche-Pré, plus 5 000 en recettes pour cette même opération, plus 5 692 pour la dotation aux amortissements et moins 5 692 pour le virement de la section de fonctionnement. Un total de 5 000 en dépenses comme en recettes.
Des remarques sur cette DM? Il n'y en a pas. Des oppositions? Abstentions? On continue. Pour le budget Pôle Santé, décision modificative numéro 1, section d'investissement uniquement, donc 10 000 euros en dépenses comme en recettes, qui correspond à une augmentation de la part de l'EPFL, de sa prise en charge en fait, pour ses travaux au centre multi-activités de Franchepré. 10 000 et 10 000. Sur la section investissement, pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. On continue. Avenant à la convention avec la MJC. Donc, comme tous les ans, nous venons de définir le montant exact de la subvention. Il s'agit de faire un avenant à la convention et passer cette convention à 83 387 euros. Y a-t-il des remarques sur cette convention? Je n'en vois pas. Pas d'opposition, pas d'abstention. Allons-y. La subvention au COS, même délibération, à hauteur de 37 835 euros. Même vote? Je constate que oui. On continue. Avec Jeux Faumécourt Basket, exactement la même chose, il faut modifier la convention, 32 450 À euros. partir du moment où on dépasse le seuil des 23 000 euros. Pas d'opposition non plus. C'est logique par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Merci. Des prises en charge de dépenses. Pour Jeux Puissance 4, 230 euros dans le cadre de la journée fleurie. Pour l'association Crescendo, 180,50 euros pour les intermittents du spectacle dans le cadre de la fête de la grenouille et des crevisses. Et pour le en avant le JHB, 52 euros et 26 euros, toujours dans le même cadre. Pas de remarques non plus. Très bien, on continue. L'urbanisme. Acquisition. Présenter Julie maintenant. Oui, très juste. Nous entrons sur la question de l'urbanisme. Et j'ai plaisir effectivement à me retourner pour vous présenter quelqu'un qui vient de rejoindre notre équipe, Julie Anselme, qui va se lever. Voilà. Julie a été recrutée il y a de cela combien? 3 semaines, je sais plus. Hein, ça passe tellement vite ici. Quelque chose comme ça. Merci Julie. Je veux en votre nom lui souhaiter la bienvenue. Julie prend en charge le service Habitat Urbanisme. On lui est place d'Anaïs. Donc rude tâche, complexe mais passionnante. Je crois qu'en quelques semaines, Julie a bien compris la portée des enjeux et la complexité aussi de la tâche. Mais je dois dire que si elle a bien compris, c'est qu'elle s'est bien investie et que je ne doute pas, ses premiers pas sont extrêmement prometteurs, qu'elle soit tout à fait en capacité de nous aider à projeter notre ville vers l'avenir. Donc à nouveau, bienvenue en mon nom, pour le répéter, au nom du conseil municipal. Merci Julie. Alors, le point 2.1, acquisition de parcelles. Il s'agit d'une petite parcelle de 42 mètres carrés, estimée à 640 euros. Ça va nous permettre de réaliser deux places de parking supplémentaires sur l'espace qui est consacré à l'opération qui est en cours sur le centre multi-activités. Y a-t-il des remarques, des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Les primes pour avalement de façade. Alors, je ne vous donnerai pas les noms. On ne donne pas de noms au conseil municipal. Donc, il y a 6 primes qui sont distribuées dans le cadre du règlement qui est existant, qui est agissant, qui relève d'un accord et d'un fonds tripartite, je rappelle, alimenté par la région, Lorraine jusqu'à présent, par le conseil départemental et par notre ville. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ce fonds cette année et l'année dernière avait du mal à démarrer. Là, un peu tardivement parce qu'il va s'éteindre prochainement, j'ai l'impression qu'il prend son envol et en tout cas c'est tant mieux. Julie me dit que Batigestion n'est pas éligible. Ils n'ont peut-être pas donné les documents. Ben, il faudra. Donc, on me dit que sur le dernier point, il semble qu'il manque un document, c'est ça? Ce qui n'empêche pas la délibération du Conseil. Non, ils n'auront pas la subvention parce qu'on connaissait les dates limites par rapport aux dates limites du Conseil départemental des subventions. Donc Christine les a mis au téléphone et ils savent que c'est perdu.
Ça veut dire qu'il faut aussi engager une négociation avec le conseil départemental. Rien n'est jamais perdu. Il faut jamais considérer que quoi que ce soit puisse être perdu. Donc, j'entends ce que l'on me dit. On ne renonce pas. On ne renonce à rien. Donc, on va travailler. Ok, très bien. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vais donc engager les démarches, pas plus tard que la semaine prochaine. La coopération intercommunale. Je ne vais pas vous infliger la lecture de tout cela, on connaît le sujet. Nous étions prononcés ici de manière extrêmement claire. Vous le savez, alors que environ 80% des élus de notre territoire s'étaient opposés au schéma posé par le préfet de Meurthe-et-Moselle, la CDCI, la Commission départementale de coopération intercommunale, à laquelle je participe, s'est prononcée majoritairement en faveur du schéma du préfet tel qu'il était envisagé pour notre secteur. C'est un déni de démocratie. Je l'ai dénoncé comme tel en CDCI, avec beaucoup de solennité. Ça n'a pas été entendu. J'ai adressé un courrier, d'ailleurs je crois que le Républicain Lorrain a eu copie de ce courrier. J'ai adressé un courrier à Monsieur le Président de la République pour lui rappeler la teneur de notre échange en octobre, je crois que c'était en octobre dernier, au Conseil départemental, à l'occasion duquel il me disait que s'il n'était pas tenu compte de l'avis des élus locaux, le gouvernement en tiendrait compte. Je lui ai rappelé cette phrase, j'attends sa réponse. Même si, sans doute, sera-t-il tenté de me dire que la CDCI est constituée d'élus locaux, mais qui n'ont rien à voir, qui ne connaissent pas la réalité de ce territoire et qui, évidemment, ils seraient là en quelque sorte rendus responsables. Ils le sont, je les ai dénoncés comme tels. Je connais pratiquement tous les élus qui sont membres de la CDCI. Je pense qu'ils assument une très lourde responsabilité. Je regrette. Notre territoire avait un autre challenge à relever. Je le répète, je pensais, moi, qu'il était plutôt opportun de faire que la communauté de communes du Pays de Briey, la communauté de communes du Pays Audinois, le PCI de Landres soient fusionnés de telle sorte que ça n'obère pas sur le long terme l'évolution de ce territoire sur l'arrondissement de Briey. Cela aurait pu signifier assez rapidement une fusion des 5 intercos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons entre la CCJ, la CCPU, la CCPB. Nous sommes bien ensemble. Nous travaillons ensemble. Et ce que nous faisons en ce moment est de bonne aloi et se fait dans le meilleur esprit possible et imaginable. Mais il est évident que ce territoire qui rassemble à lui seul près de 55 000 habitants n'a que peu d'intérêt à regarder sur ce qui se passe dans la bande intermédiaire entre ce qui se joue ici et ce qui se fait sur l'autre interco à plus de 50 000 habitants, c'est-à-dire sur le bassin de Longwy. Je regrette que les choses soient ainsi figées. Et encore une fois, sans considération aucune de ce qui s'est exprimé très massivement sur le territoire. Donc, je vous propose que nous nous prononcions contre le schéma du préfet, confirmant ainsi évidemment notre première délibération, ce qui conduira obligatoirement, s'il y avait majorité d'opposition, à une nouvelle réunion de la CDCI qui serait appelée à nouveau à s'exprimer, et à cette occasion, je serai bien sûr à nouveau votre porte-parole. Voilà, en quelques mots, pour ne pas faire long. Monsieur Savard. Oui, en ce qui concerne le vote contre la décision qui est imposée, pas de problème. Néanmoins, je veux préciser qu'il me semble que la décision qui a été prise sur une carte muette. Vraisemblablement, les lignes de communication, les routes, n'y étaient pas. Parce que, en examinant les routes, en examinant les lieux de vie, donc, la conclusion de la commission n'aurait pas pu être celle-là. Par ailleurs, en ce qui concerne l'évocation d'une fusion à 5, je suis pour ma part très réticent. Je pense que CCJ et CCPO, il y avait des synergies intéressantes, importantes, et on pouvait s'en limiter là. Merci. Cela dit, sur cette question-là de l'évolution, elle aurait pu se poser, elle aurait mérité un vrai débat.
qui nous est interdit, puisqu'évidemment, effectivement, c'est figé. Après, est-ce que c'est une carte muette? Tout le monde connaît bien. Si tous les élus présents à CDCI ne connaissent pas sur le bout des doigts tous les territoires, moi-même je ne connais pas sur le bout des doigts les territoires du Sud sur lesquels il fallait se prononcer, donc j'ai essayé de tenir compte de l'avis des élus qui étaient présents de ces territoires pour me prononcer. Néanmoins, chacun connaît les conurbations, les relations, ça c'était pas inconnu. Je dois dire que cette configuration qui a été imposée est plus une vision politicienne de l'aménagement du territoire qu'autre chose. C'est aussi une raison pour laquelle je vous invite à vous y opposer formellement et fortement. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc je vous propose de voter contre l'arrêté de périmètre. Donc je vous propose là de vous prononcer. Donc qui est contre la proposition du préfet? Il n'y a pas les pouvoirs. Tu regardes, hein, c'est toi, secrétaire, Pascal? Donc, on va baisser les bras. Qui est pour? Un pour. Qui s'abstient? C'est pas compliqué, hein. Voilà. Ok. Voter pour, c'est aussi voter pour une augmentation des impôts, hein, c'est clair. La première mesure qui induira cette décision, c'est l'augmentation des impôts intercommunaux. Ça risque bien d'être le cas, oui. Pas le problème de votre communication autour d'entre Jarny, Briey et là, j'avoue que je n'arrive pas. Donc, si vous avez d'une part, j'ai compté que quand on regroupait les 3 communautés de communes, on économisera à peu près 250 000 € de la part de conseillers qui ne seront plus que moins nombreux. On aura une réduction, effectivement, des directeurs techniques et tout. Je pense que c'est une bonne chose. Bon, il y a... Je souris parce que c'est tellement approximatif et populiste, mais c'est habituel. C'est ce que je viens d'entendre là. C'est effarant, mais nous n'en sommes plus à engager ce débat puisque le vote a eu lieu, et donc je ne veux pas entrer dans ce débat, je ne vais même pas répondre aux quelques allusions qui viennent d'être faites. C'est vraiment, c'est pas l'objet, pas intéressant. Allez, on continue donc. Marché public. Alors, avenant numéro 2, marché de travaux de création du centre multi-activité de Franche-Pré. Donc, il s'agit de mise aux normes acoustiques, avec un lot de plâtrerie pour la société Loer d'un montant de 2083,04 €. Vous avez les éléments précis. Et ensuite, avec la société FH Travaux Publics, sur le lot VRD qui change de nom, qui prend le nom de Transroute. Est-ce qu'il y a des remarques, des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. On continue. Affaires scolaires et périscolaires. À toi, Françoise, un résumé rapide. Hein. Oui. Eh ben, la commune bénéficie depuis la réforme des rythmes scolaires de fonds. Donc, ces fonds sont de 90 € par élève scolarisé dans la commune. Lors d'un bureau de la CCPO, on avait décidé que la ville toucherait donc cette somme et reverserait à la CCPO parce qu'elle n'a pas utilisé pour l'organisation de ces rythmes scolaires. Par contre, la trésorerie a souhaité de procéder différemment. Dorénavant, ce sera donc la CCPO qui recevra les fonds et nous qui... Non, c'est le contraire. Non, c'est ce qui s'est passé, mais je propose d'inverser. Voilà. C'est-à-dire que la dernière fois, c'est la CCPO qui a reçu la part qui était subventionnée pour la ville. Je vous propose très clairement d'inverser cette situation, ce que je n'accepte pas comme cela. Donc c'est la ville qui recevra la subvention de l'État et qui reversera la quote-part
qui sera déterminé par le résiduel de dépenses à la CCPO. Donc on inverse la situation par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. C'est d'ailleurs pas au percepteur de prendre des décisions, mais au conseil municipal. Bien. Pas d'opposition là-dessus, pas d'abstention, je vous remercie. La convention Fonds publics et territoires avec l'Éducation nationale et la CAF. Oui, donc avec la CAF et les communes d'Auboué et Aumécourt et l'association Ville Plurielle dans le cadre de l'accueil des enfants de moins de 3 ans. C'est ce qu'on appelle la classe passerelle qui se trouve aux Capucines, à l'école maternelle des Capucines. Donc cette convention permet de mobiliser des financements exceptionnels pour soutenir cette initiative. L'Éducation nationale s'engage à mettre à disposition un enseignant pour cette classe. Les communes signataires s'engagent à mettre à disposition les locaux, du matériel adapté à l'accueil des tout-petits, ainsi qu'une ATSEM pour cette classe passerelle. C'est l'association Ville Plurielle donc, qui est porteur du projet et qui s'engage à mettre en œuvre ce projet et à disposition le personnel qualifié chargé de l'accompagnement à la parentalité. Donc la ville de Gênes bénéficiera d'une subvention s'élevant à 6 991 € pour financer le projet sur 3 ans. Donc il convient au maire d'autoriser le maire à signer la convention. Des remarques? Unanimité? Je vous remercie. On continue. Divers ferait une mission du maire pour un mandat spécial. Donc le maire a rencontré le président de la région Grand Est. Je rencontre demain. Demain, le 10 juin, exact. Donc voilà, il s'agit de rembourser ses frais de déplacement, péage, parking et repas éventuels. Je conduis une délégation du secteur sur la question de l'après-mine. J'ai appris d'ailleurs très récemment qu'une clause de revoyure du contrat de plan État-région était à l'ordre du jour. Nous avons échangé avec le président du conseil départemental qu'il va aussi venir sur ce sujet de telle sorte que cette clause de revoyure puisse éventuellement, c'est loin d'être acquis, intégrer un nouveau volet après-mine. Mais encore une fois, c'est loin d'être acquis. Demain, je conduirai une délégation. J'avais envoyé un courrier au président Richard de 25 maires à peu près. Je conduirai une délégation composée du maire de Joudreville, président de PCI, du maire de Landres, du maire de Briey et du président du collectif des communes minières. Bien, unanimité, pas de remarque, je vous remercie. Ensuite, la fiscalité transfrontalière. Je ne vais pas vous lire non plus le document, j'imagine que vous en avez pris connaissance. Pour résumer, le Luxembourg est à la fois créateur d'emplois et évidemment c'est une situation qui est tout à fait intéressante et en même temps qui conduit à une véritable vampirisation de nos facultés et de nos ressources et moyens. Je le résume comme ça, je pourrais être très long. Constat qui a été fait dans différentes zones transfrontalières, je pense aux relations et aux conventions genevoises qui règlent ces questions et qui font que les territoires voisins reçoivent des compensations tout à fait importantes. C'est le cas entre le Luxembourg et la Belgique. Ce n'est pas le cas entre le Luxembourg et la France. Et il y a d'autres pays, d'autres zones ce qui est normal, puisqu'en réalité, l'ensemble des charges, vous savez, former un salarié, former un technicien, former un cadre, former un médecin, une infirmière, etc. Bon, vous voyez ce que cela représente comme investissement considérable. Faire que sur leur lieu d'habitation, ils disposent des moyens pour se cultiver, pour leurs loisirs, pour se reposer. C'est ce que l'on appelle reconstitution de leur force de travail, l'éducation des enfants, leur scolarité. Enfin, bon, je n'épilogue pas, vous avez compris le cheminement. Oui, dans différentes zones européennes, ces compensations existent. Elles sont tout à fait considérables. Donc, je vous propose, comme l'ont fait déjà un nombre important de conseils municipaux, je me réjouis que cette question monte enfin. Ça fait des années que mon collègue et ami Alain Casoni intervient, agit sans relâche sur cette question.
le groupe Front de gauche du conseil départemental a soumis à l'Assemblée départementale récemment une proposition de délibération, de motion plutôt. Cette motion a été adoptée à l'unanimité des composantes du conseil départemental, c'est bien, je m'en réjouis. Donc, de plus en plus, les collectivités territoriales françaises agissent, enfin. Nous souhaitons que, à la prochaine réunion interministérielle, qui aura lieu évidemment avec le Luxembourg et d'autres pays limitrophes, cette question soit évoquée et que nous puissions avancer. Voilà, vraiment, de manière très résumée, y a-t-il des remarques? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Ensuite, la place du poilu, puisque c'est les noms que je vous propose de donner. Des poilus, pardon. Ce que je vous propose de donner à la place que l'on appelle actuellement la place Leclerc. En réalité, la place Leclerc ne porte pas de nom. C'est une extension de la rue Leclerc. Communément, les habitants, la ville, ont pris l'habitude de parler de la place Leclerc. Mais elle n'a jamais été baptisée. C'est la rue Leclerc qui a donné, en quelque sorte, son nom à cette placette. Je rappelle d'ailleurs que la rue du Général Leclerc est la seule rue d'un haut gradé qui ne se soit pas distinguée pendant la Grande Guerre, mais pendant la guerre 39-45. Cette rue, avant la guerre 39-45, s'appelait la rue du Maréchal Pétain. Bien heureusement et bien légitimement, le conseil municipal de Jeuf, après la libération, a débaptisé la rue du Traître. Bien heureusement. Et donc, elle a donné, et là aussi bien légitimement, il n'avait pas été encore fait maréchal, le nom de l'illustre général Leclerc à cette rue. Voilà, je voulais vous rappeler ça. Ce n'est pas une anecdote, hein, c'est un fait marquant de l'histoire locale et de l'histoire nationale. Donc, je vous propose qu'au milieu du quartier que l'on appelle légitimement le quartier des Maréchaux, puisque toutes les rues de ce quartier portent des noms de maréchaux ou de généraux de la Première Guerre mondiale. Et qu'il soit honoré me convient, est incontestable. Ce qui était dommageable, et que je vous propose de modifier, c'est que soit honorée la mémoire des millions d'hommes qui se sont sacrifiés dans les tranchées et ailleurs, dans les combats, qu'ils en aient été victimes ou qu'ils en soient revenus d'ailleurs. Donc je vous propose qu'au milieu du quartier des Maréchaux, les maréchaux de ce fait se trouvent autour des poilus et, me semble-t-il, rendent avec nous hommage aux poilus. Je vous propose donc que ce baptême puisse avoir lieu. Je vais soumettre aux voix le nom de cette place, et si le conseil municipal en est d'accord, l'inauguration aura lieu le 24 ou 23 Pardon, j'avais pas vu. Le 23 octobre prochain. Pourquoi le 23 octobre? Je vous le précise en vitesse. Nous ne voulions pas le faire le 11 novembre. Il va y avoir des manifestations partout. Nous souhaitons que, évidemment, les porte-drapeaux, peut-être même un contingent militaire, d'autres personnalités puissent se déplacer. Donc il ne s'agissait pas de le faire le 11 novembre. Pendant un temps, nous avions prévu de le faire autour du 2 novembre. C'est la date de la reconquête du fort de Vaux. Le novembre, extrêmement proche de la Toussaint, difficile. Le 23 octobre, c'est la date à une journée près, puisque la date historique c'est le 24, c'est la reprise du fort de Douaumont. Donc c'est un fort évidemment extrêmement marquant de l'histoire de la bataille de Verdun. Et donc nous souhaitions, entre les anciens combattants et moi-même, que nous trouvions une date qui ait de la signification forte. Et la reprise du fort de Douaumont, même si l'histoire du fort n'est pas identique à celle de Vaux, puisque la résistance sur le fort de Vaux a été totalement et absolument héroïque, mais néanmoins la reprise de Douaumont est évidemment un phénomène marquant. Donc c'est aussi une belle manière, je trouve, dans le cadre du centenaire de la bataille de Verdun, de revenir sur cette bataille et de rendre hommage aux poilus. Et on me souffle à l'oreille que c'est Roger Martinois qui a eu cette idée à la place des poilus, c'est ça?
D'accord. Ben, en tout cas, il a été bien relayé. Je ne sais pas qui est le premier dans l'idée, mais j'ai plaisir à évoquer les deux par Olivier Cueillette. Mais d'une manière ou d'une autre, l'essentiel, c'est que l'idée était exprimée. Elle est bonne, je trouve. Monsieur Savard. Oui, je ne suis évidemment pas opposé à ce qu'on honore les poilus, bien au contraire. Néanmoins, si on se contente de nommer cette place la place des poilus, je pense qu'il serait bon que dans les commémorations, nous puissions nous trouver à cet endroit. Or, le monument aux morts, pour l'instant, n'y est pas. J'adhérerais complètement à la proposition si elle s'accompagnait d'une proposition de déplacement du monument aux morts à cet endroit-là, de façon à ce que quand on honore les soldats qui ont versé leur sueur, leur sang, leurs larmes et leurs boyaux, quand on les honore, que ce soit véritablement à cet endroit-là. J'entends ce que vous dites, Monsieur Savard, mais je ne souscris absolument pas. Je pense d'ailleurs que les anciens combattants ne verraient pas ça d'un très bon œil. Pourquoi ? J'entends le souhait qui fasse qu'à chaque fois nous soyons sur la place qui porte le nom des poilus. C'est une place dans un quartier. Le monument aux morts est en plein milieu de la place de l'Hôtel de Ville, en plein cœur de la ville. C'est dans cet endroit symbolique à tous égards qu'il trouve naturellement à être logé, et je n'imagine pas du tout un seul instant qu'il soit pas simplement nécessaire, il n'est pas souhaitable de déplacer le monument aux morts. Donc je comprends votre démarche, on va dire, je ne la partage pas, et donc je ne proposerai pas le déplacement du monument aux morts. Par contre, je l'ai déjà dit ici, et je vous le répète, ce sera l'une des grandes manifestations qui marquera, en plus de ce que je viens d'évoquer, le 100e anniversaire, puisque en 2018, je vous proposerai de délibérer bien avant pour faire que le monument soit totalement réhabilité. J'en profite pour le redire ici, je l'avais déjà dit, mais ce sera l'élément marquant du 100e anniversaire. Bon, donc, dernière intervention. Dans ce cas, pourquoi ne pas débaptiser la place de l'Hôtel de Ville, l'appeler place des Poilus, là où est le monument aux morts, et trouver un autre nom pour la place qu'on appelle actuellement place Leclerc. Là, oui, dans nos commémorations, nous serions véritablement en symbiose avec une relation mémorielle. Oui, Monsieur Furlan, je vais vous passer la parole, mais d'abord, la place de l'Hôtel de Ville, elle a une caractéristique, c'est qu'elle reçoit l'Hôtel de Ville. D'autre part, si nous devions déplacer le monument partout où il y a des événements marquants, il y a des lieux marquants de la résistance française, par exemple, qui mériterait aussi une distinction supplémentaire si nous pouvions. Il y a des rues qui sont marquantes, donc on ne va pas déplacer le monument aux morts en fonction de tel ou tel élément portant une date, un nom ou d'autres événements. Le monument aux morts, justement, nous permet de rendre hommage ici à tous les combattants de l'ensemble des conflits, et en même temps de marquer dans d'autres endroits de la ville, par des signaux, en quelque sorte, notre attachement mémoriel et honorifique à tout cela. Monsieur Furlan. Bon, moi, c'est aux antipodes de tout ça, en fait. Donc, au départ, quand j'ai lu improprement, j'étais un peu choqué. Je me suis dit, on peut pas dire qu'un nom est improprement donné. Après, j'ai bien compris que c'était la façon dont ça a été fait, qu'il n'y a pas eu de baptême affirmé, mais c'est quand même un nom que la population a donné. Et ça, ce qui me chagrine, c'est de vouloir enlever un nom qui est ancré dans Jeuf, qui est quand même une mémoire aussi belle soit la mémoire des poilus, même si ça rapporte des choses mauvaises. Mais je pense que on ne devrait pas changer ce nom et le laisser, ou alors le demander aux habitants de trouver un autre nom s'ils le souhaitent. Mais sincèrement, je pense pas qu'ils soient vraiment intéressés par ça. Vous savez, Monsieur Furlan, on ne fait pas que des choses qui, à un moment, sont marquées par tel ou tel intérêt.
on prend une responsabilité. Celle qui nous échoit ce soir, c'est celle de cette reconnaissance, de cette estime, de cet hommage. Dans le cadre du centenaire, qui, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ne doit pas constituer un point final à la mémoire que nous avons de ce qui s'est passé en 14-18. Je crains bien que d'ici quelque temps, lorsque le centenaire sera fini, on en vienne à envisager ça. Nous verrons bien, j'espère que non. En tout état de cause, encore une fois, je le répète, cette place ne porte pas de nom officiel. Je n'ai jamais proposé d'ailleurs dans cette ville de débaptiser quoi que ce soit. Et je ne fais pas cette proposition ce soir. Je fais la proposition de donner un nom officiel à une place qui n'en a pas. Et donc, c'est cela, la proposition que je fais. Il en a quand même un dans l'esprit des gens, donc je pense qu'il faut quand même respecter ça, Mais même si c'est pas officialisé. Encore une fois, il ne s'agit pas d'effacer, au contraire, je m'y serais opposé. J'ai beaucoup trop d'estime, de reconnaissance pour le général Leclerc. La rue du Général Leclerc est une rue importante de ce quartier. Elle restera importante et elle s'en trouvera même tout à fait embellie. Je suis d'ailleurs convaincu que ça répond aussi à l'état d'esprit du Général Leclerc que de rendre hommage aux hommes qui sont face aux canonnades. Bien, nous allons procéder au vote. Qui s'oppose? Une opposition. Qui s'abstient? Une abstention. Ok, je vous remercie. Donc nous nous donnons rendez-vous le 23 octobre prochain dans le cadre d'une manifestation qui est promise à être une belle et grande manifestation. Alors, les questions orales, j'en ai reçu 6. 2 portent sur des considérations d'ordre privé. Il n'est pas question que dans ce conseil municipal nous évoquions des sujets qui ont à voir avec des personnes privées qui n'ont pas de mandat électif. J'ai bien entendu informé, il s'agit d'un conseil juridique, de l'objet d'une des questions. Ils sont nés scandalisés par des propos qu'ils considèrent diffamatoires. Il va transmettre ce courrier à monsieur le bâtonnier afin qu'il réagisse. Et donc, il me tiendra au courant de ce que le bâtonnier voudra entreprendre. Ensuite, il y a 2 questions qui concernent le CA du CCAS. Il ne nous appartient pas ici de nous prononcer sur ce qui relève du CCAS, et donc je transmettrai au CCAS pour qu'à l'occasion de son conseil d'administration, il évoque ces questions. Il reste donc une question de monsieur Savard et une question de Antoine Diazio et Isabelle Wolf. D'ailleurs, j'élimine rien du tout. Je dis ce que j'ai dit les choses. J'ai dit les choses. Non, mais ma mémoire, non. Votre intelligence supérieure devrait vous inciter à être plus attentif, ou alors à éviter de dormir, puisque les jouveteaux relèvent directement de l'activité du service jeunesse, qui intéresse directement le CCAS et concerne donc la Maison des Solidarités et de la Fraternité. Donc, oh là là, alors là vraiment, c'est pas vous. Alors là, si un jour vous évoquez la réalité, ça se saurait. Alors arrêtez un peu de vous donner en spectacle. Bien sûr. Oui, Pascal Frangiamort, allez. Mais quelques mots, je ne sais pas sur quoi, mais allons-y, parce que bon. Oui, je voudrais juste prendre la parole. Il faut que je libère ce que j'ai sur le cœur. Donc, je vais être zen. Alors, je trouve particulièrement honteux, monsieur Thiébaut, alors que vous faites partie de la commission jeunesse depuis 2 ans, ni vous, ni un membre de votre groupe ne daignez participer et travailler ensemble pour notre jeunesse. Vous n'avez jamais rencontré les jouveteaux et pourtant, vous faites en sorte que l'un de vos acolytes se permette de les insulter en public. Une fois de plus, vous démontrez à l'ensemble de la population votre dédain pour elle et sa jeunesse,
tout ça pour servir de façon ridicule votre haineuse petite guéguerre à l'encontre de notre maire. Taisez-vous, taisez-vous, laissez-moi passer. Taisez-vous. Blablabla, blablabla. Taisez-vous, taisez-vous. Nous ne sommes pas dupes et les parents des Jouveteaux ne le sont pas non plus. Et justement, les mamans et les parents me soutiennent, monsieur. Et justement, il y a une... Attends, tu permets? Il y a une maman qui voulait connaître l'auteur de cet article puant. Madame, c'est ce monsieur... Non. Eh ben, c'est bien dommage. Non. Dommage. Je t'arrête. Non. On pratique pas de la sorte en conseil municipal. L'individu qui est connu évidemment pour ses actes malfaisants les suffisamment pour être reconnu. Donc non, ça importe peu. Donc je vous propose donc, il y a deux questions, l'une posée par Madame Wolf et l'autre par Madame Wolf et Monsieur Diazio et l'autre par Monsieur Savard. Allons-y, qui est-ce qui démarre? Madame Wolf? Ah oui. Allez, allons-y. Voilà. Question posée à Monsieur l'adjoint en charge de la commission développement social durable. Les récents événements météorologiques subis par notre ville nous appellent à une réflexion approfondie quant aux causes de la fréquence accrue des événements météorologiques. La réalité du bouleversement climatique ne fait quasiment plus débat, mais les conclusions à en tirer, ainsi que les mesures à prendre, sont l'objet de controverses passionnées. Cependant, un consensus pernicieux s'applique au fait que sa dimension mondiale nie l'efficacité de toute approche uniquement locale. En fait, la formule « solution locale pour problème global » fait pourtant mouche auprès d'un public qui se donne sincèrement bonne conscience en effectuant de petits gestes environnementaux au quotidien. L'extrême majorité de ceux-là oublie que ces petits gestes, pour nécessaires qu'ils fussent, ne sont pas suffisants. Nous sommes conditionnés par presque 2 siècles de croyances dévotes en la prééminence du progrès devenu nouveau dieu de la religion, de la croissance et du développement. Chacun sait, et les psychologues en premier, la puissance de l'imprégnation des conditionnements. Or, en situation de grave crise, et plus encore d'effondrement, il est indispensable que les peuples se libèrent de leur conditionnement. Un seul exemple. Sans cette libération, pas de république, puisque nous savons combien il a été pénible, oui, pas seulement difficile, mais pénible, au peuple français de se libérer du conditionnement à la notion de monarchie. Sans la bienvenue bévue de la fuite à Varennes, il n'est pas certain que le basculement ait pu s'opérer. Ne comptons pas sur une bévue ou quoi que ce soit d'imprévu pour nous libérer. Nous, responsables politiques à notre niveau, devons faire des propositions et construire des solutions.
Bien, ça va. Je reviendrai sur un aspect tout à l'heure. Monsieur Gottini. Vous souffrirez que ma réponse soit brève et claire et elle ne vous surprendra pas. Oui, Monsieur Savard, je suis prêt à engager toutes les réflexions nécessaires qui seraient utiles et applicables par notre collectivité dans le cadre d'un processus raisonné et raisonnable. Mais non, Monsieur Savard, je n'entamerai pas de réflexion autour d'axes sur lesquels nous n'avons pas de prise. La réflexion n'a pas pour but que de satisfaire ceux qui l'amènent et qui se tapent ensuite sur le ventre en se disant qu'est-ce qu'on a bien réfléchi. Elle doit être source d'avancée, certes, mais elle doit aussi reposer sur une analyse réaliste. Vous évoquez un certain nombre de points dans votre courrier. La gestion sérieuse des ressources naturelles avec une protection des espaces, l'urbanisme à l'échelle humaine, le développement des transports en commun, l'attention particulière nécessaire à l'égard des personnes âgées. Ce sont des sujets sur lesquels nous sommes particulièrement actifs et vous le savez parce que vous siégez dans les commissions dédiées. Pour terminer, je n'évoquerai pas, bien évidemment, les points que vous soulevez et sur lesquels nous n'avons pas de levier direct. Priorité aux petites exploitations agricoles, diminution radicale du temps de travail, l'humanisation des administrations, la création d'emplois, la juste redistribution des richesses, la juste rémunération, la fabrication d'objets durables, la volonté de rendre meilleures les conditions de travail. Moi aussi, Monsieur Savard, j'aimerais bien vivre dans le monde des bisounours. Enfin, vous m'envoyez désolé, mais je ne suis qu'un maire adjoint de notre ville et non pas chef d'État, ni ministre, ni même député qui, eux, ont peut-être la capacité à influer sur ces sujets. Bien, merci, Monsieur Gottini. Moi, d'abord, j'ai déjà, et à plusieurs reprises, souhaité que les questions orales se posent de manière synthétique par rapport à ce qui nous était envoyé. Manifestement, cette demande a du mal à être entendue. Ça m'amènera à proposer au prochain conseil municipal de retravailler sur cet article au sein de notre règlement intérieur pour que nous soyons sur à la fois une information complète des élus et à la fois sur une présentation synthétique. Je vous remercie. Madame Wolf. Moi, je vais faire court, par contre. Alors, on a eu des gros orages, là, dernièrement. Ça a provoqué pas mal d'inondations et il me semble que l'écoquartier sera dans un lieu inondable. Donc, je me demande s'il faut mener à bien le projet et si les personnes qui, après, vont emménager dans ces lieux vont être prévenues qu'il y a un risque d'inondation. Alors, très sincèrement, j'avais l'intention de démarrer ce conseil municipal par une forte intervention de ma part sur ces questions. Lorsque j'ai vu la question, je me suis dit qu'il valait mieux que j'attende qu'elle soit posée pour y revenir. Bon, tout d'abord, chacun l'admet, la pluviométrie a été au-delà de ce qui est connu sur notre secteur, et encore ce matin, dans le journal local, il y avait une page entière sur des événements dramatiques qui ont caractérisé la période récente. Nous avons tout connu. Je parle de pluviométrie exceptionnelle, c'est-à-dire que les rivières, l'ensemble des territoires, des terres, sont arrivées assez rapidement à saturation totale. L'ensemble des cours d'eau, petits et grands, ont été gonflés considérablement. J'ai eu l'occasion de me rendre avec le président du conseil départemental à Gendelise, ensuite avec le préfet à Mancieules, à Briey. J'ai été informé des dégâts en tant que vice-président du conseil départemental concernant un certain nombre de villes et villages de notre secteur, voire du sud, et évidemment de coupures intervenant sur le réseau routier départemental. Nous avons ensuite, et quelquefois avec des niveaux d'eau jamais vus jusqu'à présent, nous avons eu ensuite affaire à des orages extrêmement violents, ici comme ailleurs. Que constatons-nous? Le fait que notre ville n'ait pas eu à subir de dégâts. Il n'y a pas eu d'inondation, quelques caves, très très peu, à peine concernées, mais il n'y a pas eu d'inondation. Et je vous assure, pour avoir été en contact avec
un nombre important de maires du secteur dans ces moments-là, je peux vous dire que Jeuf est un cas d'espèce. On le doit à quoi? Est-ce qu'il a moins plu ici qu'ailleurs? Évidemment non. Est-ce qu'il n'y aurait pas de rivière traversant notre ville? Évidemment non, il paraît qu'il y en a une importante d'ailleurs. Est-ce que c'est dû aux travaux qui ont été réalisés il y a à peu près 2 décennies? Sans doute, parce que depuis, nous n'avons pas été confrontés à ce genre de phénomène, et sans doute sommes-nous là aussi, là encore, en train de récolter ses fruits. J'ai passé de nombreuses heures, de nuit comme de jour, sur les sites potentiellement concernés. J'étais aux côtés de nos services techniques. Je veux ici leur rendre hommage. Ils ont exercé une vigilance de tous les instants. Ils ont été parfaitement bien mobilisés, conformément à notre plan de sauvegarde locale, qui a très très bien fonctionné. Nous avons été au plus près de la population. Le matin, nous étions quelques élus. Je vois Gérard Lintz, je vois Emmanuel Berger, je vois Françoise Berg, je sais plus, j'en oublie et je m'excuse d'oublier éventuellement d'autres élus. Nous allons été frappés aux portes, nous avons dit ce qu'il convenait de dire à la population, sans l'alerter, puisque à ce moment-là, l'ordre n'était pas menaçante. Nous étions là dans le quartier le plus bas de Jeuf. Je me réjouis, mais je ne vous ai pas entendu vous réjouir. Mais donc je considère que vous vous réjouissez avec moi, sans doute, parce que je n'imagine pas un seul instant que qui que ce soit, encore que peut-être que certains, mais pas vous, certains puissent à un moment se soient dit il va y avoir une catastrophe et ce serait pas mal, parce que on va pouvoir s'en réjouir et faire et surfer dessus. Tellement ils ont l'habitude de surfer sur tout ce qui est mis à leur portée. À Jeuf, il n'y a pas eu de catastrophe. Vous vous en réjouissez avec moi, et le conseil municipal aussi, et la population aussi. Bravo. Nous avons fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Je remercie à nouveau donc, je les félicite, et je les verrai prochainement pour leur dire combien j'ai apprécié la qualité de leur mobilisation. Avant-hier après-midi, j'étais avec le commandant de police, qui était à mes côtés personnellement, et avec un certain nombre de ses hommes, au moment d'un orage violent. Nous sommes intervenus dans différents endroits. Vous savez que la foudre est tombée à 2 endroits. Excusez-moi, je n'ai pas réussi à détourner la foudre. Je m'y emploierai, mais je n'y suis pas parvenu là. La foudre est tombée 2 fois à Jeuf, alors que l'averse était impressionnante. Nous étions à l'endroit qui avait été foudroyé, évidemment sous l'averse, avec la police, que je salue aussi, les pompiers, que vraiment je congratule. Je participerai samedi matin à l'ensemble des manifestations prévues dans le cadre de la Journée nationale des pompiers, et qui, le SDIS départemental, organise un rassemblement important sur la place du Plan d'eau à Briey. Je serai là évidemment en tant que conseiller départemental à leur côté, mais aussi en tant que maire de notre ville. Bravo à tout cela. Je les ai vus partout. Partout. Il y avait de l'ordre de 150 pompiers, donc pas simplement de notre territoire, qui étaient mobilisés. Ils n'ont pas compté leurs heures, ils n'ont pas ménagé leur fatigue, ils étaient là. Et on pouvait nous appuyer sur eux, que ce soit les pompiers, les policiers, la sécurité civile et évidemment les services techniques. Donc, oui, bravo. Merci de vos félicitations. Je ne suis pas pour grand-chose. Les décisions ont été prises et je n'ai fait que la part qui était la mienne. Mais oui, ceux et celles qui ont décidé de faire ce qu'il fallait au moment où il le fallait, ils ont bien fait. Et c'est terrifiant. Terrifiant parce que c'est l'épreuve des faits. FAITS, pas des faits. Les faits se sont peut-être penchés sur le berceau d'ailleurs de l'écoquartier, je ne sais pas. Les faits, FAITS ou les faits. Mais, est-ce que l'écoquartier
a été inondé. Est-ce qu'il a été menacé? Mais enfin, monsieur, dame, à un moment tout de même, essayons d'être sérieux. J'imagine bien que vous auriez aimé qu'il y ait même un demi-centimètre d'eau qui se réponde. Mais on en était très très loin, vraiment. Je serais même tenté de dire que si, et bien heureusement ça n'a pas été le cas, les quartiers que j'évoque, en particulier dans la rue de Ravenne, avaient eu les pieds dans l'eau, les coquartiers auraient été encore très très loin de cette limite. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les études qui ont été réalisées jusqu'à maintenant, ça veut dire que le PPRI, le plan de prévention des risques inondations, qui indique que ce soit dans les études de l'État, de l'ensemble des services de l'État, et le PPRI, que cette zone n'est pas inondable. Alors, vous trépignez. Depuis toujours, vous dites, vous rêvez de trouver une raison, quelque part valide, qui pourrait venir gêner ce projet. Mais enfin, je vous exhorte à faire les choses de manière plus consciente, plus sérieuse, plus responsable. On ne peut pas dire, il faudrait dire aux futures personnes qui seraient là, qu'ils pourraient être en zone inondable. Vous voyez, on va le dire aussi aux gens d'Arly ou je ne sais trop quoi. Enfin, à un moment, il faut arrêter. Non, cette zone n'est pas inondable. La preuve a été faite. Alors, vous ne donniez pas quitus aux études. Vous ne donnez pas quitus à l'État, parce que le préfet ou le sous-préfet avait répondu, personnellement. Vous ne donnez pas quitus au PPRI. Bon, absolu. Hein. Et puis là, un phénomène rarement vu, rarement égalé, dans la France entière. Et notre territoire a été relativement épargné, largement épargné, et la zone qui a vocation à accueillir les coquartiers, totalement à l'abri, et n'a jamais été exposée au moindre risque. Voilà. Là est les réalités, non pas celles que j'invente, celles qui s'imposent à tous. Et je vous demande d'ouvrir les yeux et de reconnaître les choses quand elles se présentent, plutôt que se laisser aller à des fantasmes pour simplement avoir envie de faire peur et éviter que se réalise ce que vous ne souhaitez pas qu'il se réalise. Non, vous vous trompez de combat, c'est un combat d'arrière-garde, les décisions ont été prises et bien prises, les faits donnent raison à ce conseil municipal, ils sont maintenant patents et incontestables. En tout cas, voilà ce que je voulais dire après ces événements dramatiques. J'exprime ici, avec vous, notre solidarité attentive à l'égard de toutes les populations qui ont eu réellement, profondément, à souffrir des événements que nous venons de connaître. Voilà. Vous avez eu connaissance des décisions prises depuis la dernière séance du conseil municipal, et ainsi que des DIA, voilà, ils sont là, je vais vérifier que la liste soit là, c'est un portefeuille à connaissance traditionnel, je vous remercie, la séance est levée. J'indique aux élus qui se chargent de la distribution que le jovicien est à disposition. Merci bien, bonne soirée. Vous pouvez m'appeler, j'ai rendez-vous avec